point 11. C'est le premier point à l'ordre du jour. Réflexion sur le projet de rapport sur la coopération au développement UE pour soutenir l'accès à l'énergie dans les pays en développement, préparé par Caroline Rose. Le dépôt des amendements est prévu au plus tard le 30 octobre. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion d'entendre les rapporteurs fictifs pour présenter leurs amendements. Ce rapport vise à montrer les défis et les opportunités pour arriver à l'objectif de développement durable CEP qui consiste à garantir l'accès de tous à une énergie propre et d'un coût abordable d'ici à 2023. L'UE a une longue tradition de coopération énergétique en Afrique et elle développe des partenariats énergétiques en gardant à l'esprit sa propre sécurité énergétique. Nous en avons discuté avec la Commission et les experts lors de la réunion des V du 20 septembre. Sans plus attendre, je vais passer la parole au rapporteur Caroline Rose pour qu'elle présente son projet de rapport. Merci. Merci aux rapporteurs fictifs pour leur contribution à ce rapport. Alors, j'attends qu'ils aient terminé. Excusez-moi. Voilà, merci beaucoup. Donc, je disais merci au président et merci aux rapporteurs fictifs pour leur contribution à ce rapport. Dans ce rapport, j'ai voulu souligner les défis persistants de l'accès à l'énergie en Afrique, en particulier l'accès limité à l'électricité et l'utilisation de combustibles polluants pour la cuisine. L'Afrique abrite près de 18% de la population mondiale, mais représente en fait moins de 6% de la consommation mondiale d'énergie, alors que 600 millions de personnes, soit 43% de la population du continent, n'ont toujours pas accès à l'électricité. En Afrique subsaharienne, la majorité de la population n'a pas accès à l'électricité ou à des méthodes de cuisson modernes, ce qui affecte de manière disproportionnée les femmes et les jeunes filles, qui utilisent principalement du bois récolté pour cuisiner en dehors de la maison et qui ont recours aussi à des méthodes de cuisson qui sont risquées. Alors malgré ça, on a le financement de l'Union européenne pour les méthodes de cuisson modernes qui reste marginal avec moins de 1% de financement. Le manque d'accès aux méthodes de cuisson modernes en Afrique a des répercussions considérables en termes de santé, de déforestation et de changement climatique. L'Union européenne soutient la coopération énergique en Afrique, puisque les États membres ont alloué 12,1 milliards d'euros pour soutenir les projets de l'ODD 7 en Afrique entre 2014 et 2020. Mais on voit qu'il y a encore des faiblesses en termes de viabilité de la dette et de priorité donnée aux grands projets d'infrastructure au détriment de l'accès de base à l'électricité pour ceux qui en sont dépourvus. Alors l'Union européenne et ses États membres doivent d'abord augmenter le montant du financement du secteur de l'énergie en Afrique en donnant la priorité aux subventions plutôt qu'aux prêts, puisque on en discute régulièrement au sein de la Commission. On a la problématique de la question de la dette et on voit que les Nations Unies ont également qualifié la dette d'obstacle au développement. Pour ce qui est des projets d'énergie renouvelable à fort impact, on parle de l'hydrogène vert basé sur l'énergie solaire et éolienne, l'hydroélectricité. Ils offrent des perspectives, en effet, mais on doit faire attention aux effets pervers. Il convient de rappeler qu'environ 99% de l'hydrogène produit actuellement provient de combustibles fossiles. Je fais référence aux études sur l'exportation et le stockage de l'hydrogène vert, puisqu'on en a parlé en atelier lors de la dernière commission développement avec 2 chercheurs. Et puis, si l'hydrogène vert produit à partir de ressources renouvelables peut jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs climatiques, il faut savoir aussi qu'il peut causer des dommages en termes d'utilisation et d'accaparement de terre et avoir un impact sur la consommation d'eau. Donc ça, c'est un point important, un point de vigilance et aussi exacerber la pauvreté. On a des initiatives en matière d'énergie renouvelable qui exploitent l'énorme potentiel de production d'énergie dans ces régions, qui ne tiennent pas compte des droits fonciers des personnes qui les utilisent. Et donc, cette situation va provoquer une injustice climatique et le risque d'accaparement des terres qui, pour moi, est inacceptable.
On doit aussi veiller à ce que les politiques de promotion du développement durable soient cohérentes avec la politique énergétique extérieure de l'Union européenne. Et puis, à cet égard, l'Union européenne doit mettre en œuvre un régime d'énergie renouvelable fondé sur les droits de l'homme et le respect des droits des communautés locales comme condition préalable à la réalisation de la justice énergétique. Alors, pour éviter l'accaparement de terres, moi j'aimerais souligner qu'il est essentiel de cartographier l'utilisation traditionnelle des terres, le patrimoine culturel indigène et les systèmes de biodiversité de grande valeur avant de décider des projets d'énergie renouvelable. Et nous ne devons pas oublier les défis posés par les grands barrages hydroélectriques, d'où la nécessité de respecter les recommandations du rapport de la Commission mondiale des barrages, qui est un rapport de novembre 2020. En ce qui concerne la consommation d'eau, moi, je voudrais émettre un point de vigilance sur la désalinisation. Puisque la désalinisation pose un problème au niveau des rejets de saumure. Alors, souvent, on évoque cette désalinisation comme étant une solution, mais attention si celle-ci est utilisée massivement. Et puis enfin, l'Union européenne doit cesser de financer des projets de combustibles fossiles en Afrique, doit promouvoir l'investissement dans des systèmes d'énergie renouvelable décentralisés à petite échelle pour atteindre les objectifs de développement durable. Et en ce qui concerne les amendements qui ont été déposés, on a bon nombre d'amendements qui portent sur le genre, sur la cuisson propre, sur la pauvreté énergétique, sur l'aide humanitaire, y compris la fourniture d'énergie dans les camps de réfugiés. On a parlé beaucoup de la dette, le manque de financement pour la transition énergétique et les défis de l'hydrogène vert. Et donc, je me réjouis de travailler avec vous pour enrichir le rapport et trouver des bons compromis pour ce rapport. Merci beaucoup. Merci Caroline. Nous allons passer au groupe politique et rapporteur fictif ou suppléant PPE. Elena Stavlo. Chers collègues, bonjour. Je souhaite remercier Madame Caroline Rose du travail effectué sur ce projet de rapport. En tant que rapporteur fictif pour le PPE, je saisis cette occasion pour vous proposer quelques commentaires. 1. L'énergie est un élément habilitant du développement et les ODD ne seront pas réalisés sans garantir un montant minimum d'énergie pour chacun. Par exemple, dans la région subsaharienne, 47% des écoles ont l'électricité seulement. L'accès à l'électricité et l'éducation de qualité en utilisant les aides électroniques pédagogiques en classe, sachant qu'il y a des problèmes d'accès à l'électricité et que l'éducation est reconnue comme l'un des éléments les plus essentiels de la réduction de la pauvreté, nous devons garantir l'accès à l'électricité dans cette région. De même, étant donné les conséquences de ces émissions de bois de chauffage, il faudrait avoir une priorité aussi sur ces types d'éléments, car il y a des disproportions quant à ceux qui sont affectés par ces paramètres. Il faut l'accès à l'énergie propre, notamment dans le ménage. Tout ceci devrait être incorporé, prévoyant aussi la perspective des genres. Ce qui est aussi important, c'est qu'un meilleur accès à de l'énergie propre et payable va déclencher une croissance durable de l'économie, améliorant le bien-être et la santé, la sécurité pour les humains et la résilience contre les migrations dues à la pauvreté. Deuxièmement, nous comprenons les défauts et les risques éventuels de tout projet, mais nous voulons souligner le besoin d'avoir un texte plus équilibré qui souligne aussi les opportunités de la transition vers les renouvelables. L'industrie de l'hydrogène verte peut jouer un rôle crucial dans le développement des pays en développement, dans la mesure si elle est faite convenablement, elle peut fournir de la croissance économique, créer des emplois, des capacités, des compétences nouvelles de l'innovation et de l'infrastructure. Via nos amendements, nous soulignons également qu'un tel accord de partenariat devrait se concentrer sur la transition énergique et permettre aux partenaires de réaliser la totalité des ODD en garantissant aussi
la poursuite d'une économie liée à l'hydrogène qui n'aura pas forcément d'impact sur les autres aspects du développement de ce partenariat. Pour ce qui est de ces partenariats et des projets d'énergie renouvelable, nous devons garantir un renforcement de la collaboration entre l'UE et les entreprises UE, les PME, et une consultation réelle et une participation active au processus décisionnel des communautés immédiatement affectées, y compris les femmes. 3. Soulignons que l'Europe peut offrir des solutions innovantes pour renforcer et accélérer la transition verte et renforcer la part globale des renouvelables. Et à ce titre, nous soulignons le potentiel de l'initiative Global Gateway. Nous en appelons à souligner l'importance de l'exercice à long terme des investissements privés sur les projets énergétiques avec résilience. Avec une bonne collaboration de mes collègues, je suis sûre que nous arriverons à un excellent rapport. Merci. Merci. SED, Monica Silvana González a la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Rose. Je vais continuer en espagnol. Comme socialistes, nous défendons bien sûr l'énergie accessible au plan universel. Donc nous sommes ravis qu'un des premiers points de ce rapport souligne l'accès à l'énergie comme étant un droit humain en défendant son caractère public et universel. Dans ce rapport, qui est très important pour notre commission et pour notre positionnement par rapport à la coopération au développement et pour améliorer et prioriser les choses, nous avons présenté un certain nombre d'amendements qui visent la nécessité de renforcer l'accès à une énergie propre et efficiente, qu'aux cuisines modernes ou cuisines peu contaminantes, comme nous l'appelons. Nous n'avons pas fait assez d'efforts. Il faut en faire pour que, en 2030, plus de 5 millions de personnes n'auront pas encore accès à la cuisine propre si nous ne faisons pas d'efforts. Et sans accès à cette cuisine propre et à la cuisine moderne, ceci a un effet, comme cela a été fort bien dit, un effet négatif sur les femmes et les jeunes filles qui pourraient utiliser ce temps pour s'éduquer, se former et d'autres activités. Donc, ce rapport a des amendements qui visent à donner davantage de perspectives de genre. Nous soulignons aussi quelques aspects sur l'importation d'énergie verte provenant d'autres pays. Nous savons qu'il faut s'approvisionner et nous voulons que ce soit fait de façon respectueuse des droits des pays et des personnes locales avec le consentement préalable, libre et informé des communautés locales, sachant ce que va être la nouvelle directive. Il faut renforcer encore quelques éléments à ce titre. Nous avons renforcé des amendements pour renforcer la matrice de production afin que nous laissions derrière nous le modèle d'extraction de ces pays. On parle d'énergie, on a besoin d'énergie bien sûr pour l'Europe aussi, mais il faut veiller aussi que ces pays aient l'énergie dont ils ont besoin. Les populations doivent être impliquées et informées lorsque l'on prend des accords sur l'énergie avec des pays tiers, et que ces accords d'association avec des pays tiers doivent avoir des clauses obligatoires qui devraient être des accords d'association, c'est-à-dire avec dialogue politique, avec coopération. Les pays avec lesquels nous prenons des accords d'association devraient s'engager aussi à respecter les droits des activistes du climat. Il est important de renforcer dans ce rapport le respect de la vie, la protection de la vie des personnes qui défendent les droits de l'environnement. Nous applaudissons l'introduction du terme de climatique, car ceux qui souffrent le plus du climat sont ceux qui ont le moins pollué. Pour ce qui est du financement, nous appuyons les pays en développement à s'adapter au changement climatique
pour aboutir à un modèle plus propre. Et tout ne peut pas passer par l'intervention et le Global Gateway. Pour ce qui est du financement, nous aimerions que le secteur privé participe également et qu'il permette de doter les pays en développement, toujours en priorisant le secteur public, mais avec un secteur privé qui va participer de façon régulée et transparente. Nous voulons réguler les activités du secteur et veiller à ce que le Global Gateway visant l'accès prioritaire de la cuisine propre avec des programmes clairs de cuisine propre et non contaminante. Nous espérons que ces amendements vont améliorer le texte et espérons que les réunions entre rapporteurs fictifs pourront aboutir à une base commune pour aboutir à un résultat excellent. Merci. Merci. Renew, Catherine Chabot a dû quitter, donc ECR, Bioter Kemper a la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie cordialement Madame la rapporteure pour le projet de d'avis. C'est un sujet qui est vraiment très important vu la situation et à juste titre, la rapporteure souligne ces aspects dans son texte. Plus de 700 millions de gens, dont 60%, plus de 60% en Afrique, n'a pas l'accès à l'énergie abordable et propre. La même chose concerne l'accès à l'eau. Et je pense que lorsqu'on se penche sur ce problème, il faut souligner que nous en débattons dans un contexte d'une crise globale, d'une crise énergétique globale qui a été provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et cette invasion influence profondément la situation des gens dans le monde entier et bien sûr la hausse de prix de l'énergie a frappé surtout les plus pauvres, ceux qui vivent dans les pays en développement. Et donc nous ne pouvons pas oublier que les fournitures de l'énergie, c'est pas seulement une question de logistique, une question de prix, d'économie. C'est aujourd'hui un problème qui a une forte dimension géopolitique. Et les énergies propres, les énergies à émission zéro. Nous devons prendre en compte le fait que si on se retire trop rapidement de certaines sources de l'énergie, ça risque d'aggraver la situation. Nous risquons d'augmenter encore le nombre de personnes qui vivent dans la précarité énergétique. Je tiens à attirer votre attention sur l'énergie nucléaire, qui est une énergie propre, c'est une alternative propre. Deuxièmement, je pense qu'elle peut être un complément aux énergies renouvelables. Ensuite, l'hydrogène. L'hydrogène, c'est notre avenir. Je pense qu'il faut se pencher sur cela. Je pense que c'est une piste, une alternative très valable et c'est une alternative qui a vraiment de l'avenir dans tous les types de transports et dans tous les domaines. Merci. Thank you. Merci beaucoup. Personne n'a d'idée, je pense. De Left non plus. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il intervenir? Oui. Vous avez la parole. Thanks, Chair. Je vais commencer pour féliciter à Caroline. Elle a fait un très bon travail, comme d'habitude. Hein. Alors, elle travaille tous les points clés de cette affaire, de mon avis. Alors, c'est une parfaite base pour travailler. Pour expliquer les amendements, je vais passer à l'espagnol. Je suis en français. Hay una cuestión clave que es que l'énergie est la base du développement. C'est une question de base et tous les services essentiels d'une société développée dépendent de l'énergie, l'agriculture, l'éducation, la santé. Tout ça dépend de l'accès à l'énergie, les secteurs économiques, etc. Donc parler d'énergie, c'est parler de développement, c'est évident.
Nous devons aider ces pays à faire la transition énergétique, c'est une évidence. Nous voulons qu'ils avancent avec une énergie verte, mais il faut assurer que ceux-ci ne ralentissent pas leur développement en termes de revenus par tête. Ça, c'est un petit peu le cadre général. Première chose, comme la rapporteure l'a déjà dit, il faut garantir l'accès prioritaire de la population locale à l'énergie. Et donc, dans tous nos partenariats, afin d'importer de l'énergie verte, nous devons avoir cette clause vers cette priorité. C'est un paradoxe. Il y a des pays riches en énergie qui exportent de l'énergie, alors que leur propre population n'a pas accès à l'énergie. C'est le paradoxe, et donc ça doit être une priorité dans nos politiques, la priorité première. Des points plus spécifiques maintenant. Dans les partenariats, et j'arrive sur le concret, sur lesquels nous pourrions travailler avec des amendements. Donc, dans les partenariats que nous souhaitons avoir, il faut faire attention aux projets hydroélectriques. Essayons d'éviter les projets hydroélectriques si possible pour deux raisons. D'abord, la gestion des ressources hydriques est une gestion extrêmement complexe et que très souvent, il faut exproprier des terres. Et souvent, ce sont des terres appartenant aux communautés indigènes. Donc, attention à ces projets hydroélectriques. Tout à fait d'accord avec la proposition de la rapporteure du fait de l'obligation du consentement préalable, libre et informé des communautés indigènes dans ces cas-là. Ensuite, l'indemnisation juste pour les personnes affectées par des projets énergétiques, c'est très important. Une note sur le carbone. Il est évident que la transition vers une économie verte dans beaucoup de pays nécessitera de toucher à la dépendance par rapport au carbone, mais il ne faut pas être hypocrite. On ne peut pas exiger des choses sur l'utilisation du charbon minéral et nous aller vers d'autres combustibles fossiles, pétrole, etc. On doit donner l'exemple aussi pour que ces pays puissent se défaire petit à petit du charbon. Alors, la diversification économique. Là aussi, il faut faire attention à ceci. Renforcer l'exportation énergétique des pays en développement pourrait créer des difficultés à propos de leur propre diversification. Or, ils en ont besoin pour surmonter la dépendance excessive par rapport ici à l'énergie ou à un autre produit par ailleurs. Il faut donc avoir conscience qu'il faut compatibilité entre l'exportation et la diversification. Et ensuite, la dette extérieure, dernier point. Je pense que nous devons utiliser la dette extérieure comme instrument au service de la transition énergétique de ces pays. Nous proposerions, et ensuite j'ai terminé, que dans le cadre de l'initiative de restructuration de dette extérieure, l'Union européenne fasse une proposition pour qu'il y ait un mécanisme d'effacement de la dette pour que les pays aient des ressources financières qu'ils auraient obtenues grâce à l'effacement de la dette pour les investir dans la transition énergétique. Je pense que ça aussi, c'est un point important. Merci. Thank you. Merci beaucoup. Nous passons maintenant la parole à la Commission. Monsieur Stéphane Adler, chef d'unité pour le changement climatique et l'énergie durable à DG INPA. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer que nous saluons ce rapport. Nous sommes reconnaissants vis-à-vis de l'échange très positif qui a eu lieu entre le Parlement européen et la Commission européenne sur ce dossier. Pour gagner du temps, laissez-moi me concentrer sur certains points. Tout d'abord, et cela a déjà été dit, la longue coopération en matière d'énergie entre l'Union européenne et l'Afrique. Tout d'abord, si on se penche sur la situation de l'Union européenne dans sa globalité, y compris les États membres, nous avons, dans le cadre du bilan 2014-2020, consacré près de 17% des objectifs de développement durable pour l'énergie, pour un total de 2,8 milliards d'euros pour cette période de 7 ans. La Commission européenne, elle seule,
a attribué 3,2 milliards d'euros à des fins énergétiques en Afrique dans le cadre du CFP précédent, dans plus de 30 pays, et obtenu des résultats très positifs. En particulier, nous avons contribué à restaurer 9 gigawatts de production énergétique dans le continent africain, et grâce aux actions menées par l'Union européenne, plus de 27 millions de personnes en Afrique ont obtenu un accès à l'électricité. L'année dernière, nous avons lancé l'initiative UE Afrique énergétique. C'est un volet du programme du Gateway européen, Gateway mondial, et ensemble avec les États membres et d'autres organisations, nous avons l'objectif d'atteindre une production de 50 gigawatts de production d'énergie renouvelable pour donner un accès à l'électricité à plus de 100 millions de personnes. On a mentionné également un certain nombre de domaines critiques. Dans le rapport, l'un de ces éléments critiques, c'était l'électrification des zones rurales. Entre autres, c'est un domaine dans lequel nous investissons toujours, dans une large mesure, à la Commission européenne. Il est important pour nous de mettre en avant les solutions énergétiques centralisées pour améliorer l'accès à l'électricité. Nous l'avons fait notamment par le biais de 3 volets d'intervention différents. Premièrement, les programmes bilatéraux. Plusieurs délégations ont financé des programmes pour promouvoir l'accès à l'électricité par le biais de solutions d'électricité centralisées dans plusieurs pays comme l'Ouganda, le Sierra Leone, etc. Nous avons également un certain nombre d'instruments financiers consacrés à ceci qui apportent un soutien ciblé aux entreprises privées qui souhaitent investir dans ces solutions centralisées, en particulier Electrify, Facility for Energy, etc. et African et la facilité de mise à l'échelle d'électricité africaine. Nous avons également apporté un soutien technique à 2 autres pays dans le but d'évaluer les possibilités et les obstacles qui empêchent encore pour l'instant les investissements supplémentaires dans ce secteur, comme la République démocratique du Congo et la Mauritanie. Plusieurs autres éléments ont été mentionnés également. Nous savons qu'il y a un certain nombre de défis auxquels il faut encore faire face, comme la fragmentation du marché, l'accessibilité à différentes formes d'énergie et le fait qu'au départ, en tout cas, certaines solutions de cuisine plus modernes sont plus coûteuses que les alternatives. Nous soutenons les efforts de la communauté internationale qui travaille dans ce sens et nous travaillons par le biais d'un programme mondial, mais également au niveau bilatéral avec nos partenaires. Pour le moment, nous lançons un projet régional en Afrique de l'Ouest en lien avec la cuisine, avec un budget de 11 millions d'euros. Au niveau bilatéral, nous travaillons également en Tanzanie, en Zambie, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays également. Alors, le texte a fait l'objet de plusieurs amendements. Pour nous, il est important de promouvoir le rôle de l'hydrogène vert pour en faire un élément de transition multisectorielle pour arriver à une économie bas carbone, et nous souhaitons soutenir les gouvernements qui ont l'intention de suivre ces transformations comme la Mauritanie, la Namibie et le Kenya. Pour nous, il est important de mettre en avant le rôle de l'hydrogène vert qui pourrait contribuer à plusieurs objectifs de développement durable, en lien avec la croissance, l'énergie, la création d'emplois, la sécurité alimentaire et la pérennité de l'agriculture, et de créer des chaînes de valeur locales sur la base de l'hydrogène. Il est également important de travailler sur les compétences, car bien entendu, cette transformation nécessitera une main-d'œuvre qualifiée. Nous espérons que ce rapport trouvera le bon équilibre entre le risque et les opportunités en matière de développement que les pays partenaires ont identifiées dans leurs stratégies respectives. Je vais m'arrêter là, merci. Thank you. And of course, I want to give the floor back to our... Merci beaucoup. Je vais donner la parole au rapporteur pour conclure et faire quelques remarques concluantes. Merci. Merci, Monsieur le Président. J'ai noté tout d'abord alors les remarques de Madame Stravou du PPE qui va sur l'accès à l'énergie propre, sur les problématiques de l'éducation, du genre, d'avoir un texte plus équilibré par rapport à la transition vers le renouvelable et l'hydrogène vert. Et j'ai souligné que vous avez parlé de l'hydrogène vert
si il était convenablement géré. Et ça, c'est vraiment un point qui est important. Madame Gonzalez, vous avez parlé de renforcer quelques éléments sur le texte. Les droits des activistes du climat, c'est un sujet qui est vraiment très important. On va aller sur une amélioration du texte, bien sûr. On a trouvé une base commune et je pense qu'on peut arriver à travailler ensemble pour renforcer ce texte. Madame Kempa, vous avez parlé de la dimension géopolitique. Bon, vous avez parlé du nucléaire en tant qu'énergie propre. Personnellement, c'est pas tout à fait ma position par rapport à la problématique de consommation d'eau et des gestions des déchets. Donc, on a vraiment une problématique par rapport à ça. Mais vous avez parlé aussi de l'hydrogène et vous avez aussi dit l'hydrogène, mais selon comment c'est géré. Et donc, ça, on voit qu'on pourra arriver à travailler par rapport à l'hydrogène dans la mesure où c'est convenablement géré. Monsieur Comines a parlé de différents sujets. Attention à l'hydroélectrique. Oui, il va falloir faire attention aux projets hydroélectriques par rapport à l'expropriation des terres avec consentement libre, bien sûr, et de la dette. Et ça, c'est un point qu'on a soulevé plusieurs fois en commission du développement, de ne pas aller à nouveau sur des prêts parce que ce n'est pas la solution. Il faut vraiment aller sur un effacement de la dette. Et j'entends la Commission sur les différents points d'amélioration. Et je souligne que vous avez dit, toujours par rapport à l'hydrogène vert, de soutenir les gouvernements, mais d'aller, pour moi, il faudrait aller sur un développement de l'hydrogène vert parce qu'on va en avoir besoin, mais à petite échelle par rapport à l'accaparement des terres et la problématique de l'utilisation des eaux. Et je pense qu'on peut avoir un rapport qui soit bien équilibré en termes de risque et d'accès à l'énergie. Et merci à vous toutes et tous pour ce travail commun et je pense qu'on arrivera à trouver des bons compromis pour ce rapport. Merci beaucoup. Thank you.